La journée commence dans une tension presque banale, mais suffisamment vive pour réveiller chez Ariane cette inquiétude qu'elle peine encore à maîtriser lorsqu'il s'agit de Zoé. À la maison, un problème très concret surgit soudain. Il n'y a plus de lait maternel pour Harry. Devant cette urgence, Ariane sent immédiatement monter une panique qu'elle ne parvient pas à dissimuler. Zoé, elle, réagit avec beaucoup plus de simplicité. Voyant sa mère chercher une solution, elle propose de prendre son scooter et de filer rapidement à la pharmacie. L'idée paraît logique, presque évidente, mais Ariane ne répond pas tout de suite. Pour elle, ce scooter n'est pas seulement un moyen de transport, il représente tout ce qu'elle ne peut pas contrôler lorsqu'elle laisse sa fille s'éloigner. Après quelques secondes d'hésitation, Ariane finit pourtant par accepter. Elle sait qu'elle ne peut pas retenir Zoé à chaque instant, encore moins lorsqu'il faut agir vite pour Harry. Mais son accord ne suffit pas à calmer ses pensées. Dès que la jeune fille s'éloigne, la confiance qu'elle voudrait lui accorder se heurte à cette peur persistante de voir quelque chose lui arriver. Moins de 15 minutes plus tard, Zoé est déjà de retour avec ce qu'il fallait. Elle s'attend probablement à ce que l'efficacité de sa course rassure sa mère, mais c'est presque l'inverse qui se produit. Ariane calcule aussitôt le temps écoulé et en tire une conclusion inquiétante. Si Zoé est revenue aussi vite, c'est forcément qu'elle a roulé beaucoup trop rapidement. Ariane lui reproche alors d'avoir pris des risques inutiles. Derrière ces paroles, ce n'est pas seulement la vitesse qui l'effraie, mais tout ce que la route peut représenter d'imprévisible. Zoé tente de la rassurer et lui promet qu'elle a parfaitement respecté les limitations. Pourtant, sa réponse ne suffit pas à dissiper cette méfiance qui, chez Ariane, semble toujours surgir avant même la raison. C'est précisément ce malaise qui continue de travailler Ariane plus tard dans la journée. L'image de Zoé sur son scooter lui revient, accompagnée de toutes les possibilités qu'elle préférerait ne pas imaginer. Incapable de chasser cette inquiétude, elle finit par se confier à Jawad. Elle lui avoue qu'elle supporte très mal de voir sa fille circuler ainsi, tant elle considère le scooter dangereux. Jawad l'écoute, mais il ne cherche pas à conforter automatiquement ses peurs. Au contraire, il l'amène à regarder la situation sous un autre angle. À force de vouloir éviter chaque risque à Zoé, Ariane peut finir par lui transmettre un message beaucoup plus douloureux que prévu. Ce que la jeune fille peut entendre derrière toutes ces mises en garde, c'est surtout, sa mère ne lui fait pas confiance. Les mots de Jawad touchent un point sensible. Il lui explique qu'elle doit apprendre à prendre sur elle et, surtout, à lâcher prise. Ce conseil paraît simple lorsqu'il est formulé ainsi, mais pour Ariane il demande un véritable effort. Faire confiance à Zoé signifie accepter qu'elle prenne ses propres décisions, qu'elle commette éventuellement des erreurs et qu'Ariane ne puisse pas toujours intervenir avant elle. Pendant ce temps, une atmosphère bien différente règne au commissariat, où Morgane devient la cible d'une plaisanterie beaucoup plus légère. En arrivant à son bureau, elle découvre une mystérieuse boîte de vitamines déposée à son intention. Il ne lui faut pas longtemps pour comprendre le message. Ses collègues ont parfaitement remarqué les conséquences de sa soirée de la veille et comptent bien s'en amuser. La plaisanterie révèle surtout que Morgane n'a plus vraiment la possibilité de cacher ce qui lui arrive. Sa gueule de bois l'a trahi, et les policiers profitent de l'occasion pour la taquiner. Avec humour, ils poussent même le jeu jusqu'à lui demander de leur acheter quelque chose à grignoter pour la pause du matin. Morgane est démasquée, mais cette fois elle ne semble pas vouloir dramatiser. Morgane retrouve alors Baptiste et lui raconte que ses collègues ont compris ce qui se passait. Loin d'être embarrassé, Baptiste trouve la situation amusante. Cette réaction détend encore davantage Morgane, qui se sent suffisamment à l'aise pour lui proposer de remettre ça dès le soir même. Elle ne cherche plus seulement à profiter d'un moment improvisé, elle montre clairement qu'elle a envie de le revoir. Baptiste doit cependant décliner cette proposition. Sa soirée est déjà prévue avec son fils, Elena et Chloé. Il ne s'agit pas d'un rejet, mais d'une réalité de sa vie que Morgane ne peut pas ignorer. Baptiste est aussi un père, avec des responsabilités et des liens qui occupent une place essentielle. Cette dimension rend leur relation plus concrète, mais aussi nécessairement plus complexe. Morgane ne transforme pourtant pas ce refus en doute. Avant de reprendre son travail, elle embrasse Baptiste devant le commissariat, sans chercher à se cacher. Ce geste, simple en apparence, marque une évolution importante. Après les hésitations et les précautions, elle accepte désormais que cette relation soit visible. Elle ne semble plus vouloir faire comme si Baptiste n'était qu'une parenthèse discrète dans sa vie. Plus tard, elle confie à Laura à quel point cette histoire la bouleverse dans le bon sens. Morgane reconnaît qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien avec un homme. La phrase traduit une forme d'abandon qu'elle s'autorisait difficilement jusque-là. Avec Baptiste, quelque chose lui paraît naturel, apaisant, suffisamment fort pour qu'elle cesse progressivement de lutter contre ce qu'elle ressent.
Mais cette sérénité reste traversée par une préoccupation que Morgan ne peut pas écarter, Mathis. La présence du fils de Baptiste rend la situation plus délicate, parce qu'une relation avec lui ne peut jamais être pensée indépendamment de son rôle de père. Morgan est heureuse, mais elle comprend aussi que s'attacher à Baptiste signifie accepter une réalité déjà construite autour de lui. Laura tente alors de rassurer sa sœur. Pour elle, le fait que Baptiste prenne soin de son enfant avec autant d'attention dit déjà quelque chose de l'homme qu'il est. Plutôt que d'y voir uniquement une complication, elle invite Morgan à considérer cette responsabilité comme un signe positif. Puis elle lui propose d'aller boire un verre, histoire de l'aider à relâcher enfin la pression. Dans le même temps, Patrick vit une journée d'une toute autre intensité. À la maison, il répète son personnage de Sam Ferry avec l'application de quelqu'un qui sait qu'un détail mal maîtrisé peut tout faire basculer. Il travaille son attitude, ses habitudes, sa façon de parler. Mais plus il entre dans ce rôle, plus l'homme que Babette connaît depuis des années semble s'effacer derrière une identité devenue presque inquiétante. Babette finit d'ailleurs par le surprendre en plein exercice. Elle observe son mari avec un mélange d'étonnement et de malaise, incapable de comprendre ce qui lui arrive. Depuis quelque temps, Patrick ne ressemble plus tout à fait à Patrick. Ses gestes changent, ses centres d'intérêt aussi, et chaque nouveauté paraît créer une distance supplémentaire entre eux. Babette sent qu'il lui cache quelque chose, sans pouvoir encore donner un nom précis à ce secret. Patrick tente de rester naturel lorsqu'elle l'interroge. Il lui parle notamment de son nouvel intérêt pour l'art et évoque même un peintre du XVIIIe siècle. Le discours pourrait sembler anodin, mais pour Babette il sonne faux précisément parce qu'il ne correspond pas à l'homme qu'elle connaît. Cette passion soudaine ne la rassure pas. Au contraire, elle nourrit l'impression qu'une autre vie est en train de se construire sous ses yeux. C'est alors que le téléphone de Patrick vibre. Un message vient d'arriver, et son contenu accentue immédiatement le malaise. Sonia lui propose de partir faire une séance de yoga sur la plage. Patrick reprend cette explication devant Babette comme si elle allait de soi, mais chaque justification supplémentaire semble désormais produire l'effet inverse. Plus il essaie de rendre son comportement crédible, plus sa femme sent que quelque chose lui échappe. Patrick quitte finalement la maison avec la nécessité de préserver sa couverture. Ce qu'il ne peut pas dire à Babette, c'est que ses mensonges ne sont pas dirigés contre elle, mais imposés par une mission dont elle ignore absolument tout. Pourtant, du point de vue de Babette, cette distinction n'existe pas. Elle voit seulement un mari transformé, des messages secrets et une femme inconnue qui occupe soudain une place troublante dans son quotidien. À peine sorti, Patrick croise Morgan et Stanislas. Leur réaction est immédiate. Tous deux restent frappés par son apparence et, plus encore, par l'impression générale qu'il dégage. L'homme qui se tient devant eux ressemble physiquement à leur collègue, mais quelque chose dans son attitude semble déplacé. Son comportement, son style et sa façon de se présenter forment un ensemble suffisamment inhabituel pour attirer l'attention. Une fois Patrick éloigné, Morgan partage son impression avec Stanislas. Elle remarque notamment que sa coupe de cheveux rappelle celle de Dumont, l'homme décédé auquel Patrick doit justement ressembler dans le cadre de sa mission. Cette similitude n'est pas anodine pour elle. Même si elle ne connaît pas la vérité, son instinct professionnel lui indique qu'un changement aussi précis cache probablement quelque chose de beaucoup plus important. Stanislas partage ce trouble, et tous deux essaient de comprendre ce qu'ils viennent de voir. Patrick leur paraît changer physiquement, mais aussi mentalement, comme s'il s'efforçait consciemment de devenir quelqu'un d'autre. Ils n'ont cependant pas le temps d'aller plus loin dans leurs réflexions. Un détail encore plus surprenant attire bientôt leur attention. Babette vient de sortir à son tour et commence à suivre discrètement son mari. Cette filature révèle à quel point la confiance entre Babette et Patrick est déjà fragilisée. Elle ne veut plus se contenter des explications qu'il lui donne. Son intuition lui répète que quelque chose ne va pas, et l'accumulation des mensonges apparents a fini par rendre l'attente insupportable. Au lieu de rester chez elle avec ses questions, Babette décide donc de chercher elle-même les réponses que Patrick refuse de lui fournir. Patrick, de son côté, ignore encore qu'elle le suit. Il rejoint Sonia comme prévu et entre immédiatement dans une conversation entièrement consacrée à la mission. Pour lui, cette rencontre relève du travail, du danger et de la nécessité. Pour Babette, qui observe la scène de loin sans connaître le contexte, l'image est radicalement différente. Elle voit son mari retrouver une femme avec laquelle il partage manifestement quelque chose de confidentiel. Sonia informe Patrick que son appartement est placé sur écoute. Elle lui précise ainsi qu'elle n'a rien manqué de ses échanges privés avec Babette. Cette révélation rappelle brutalement à Patrick que sa vie intime est désormais mêlée à sa mission. Même ses conversations conjugales ne lui appartiennent plus vraiment. Ce dispositif est nécessaire pour assurer sa sécurité,
mais il crée une intrusion supplémentaire dans un équilibre familial déjà menacé. Patrick découvre également qu'il a encore oublié d'enlever son alliance. Ce petit détail pourrait sembler insignifiant dans un autre contexte, mais il devient ici extrêmement dangereux. Sam Ferry n'est pas Patrick Nebout, et chaque trace de son identité réelle peut compromettre la couverture. Patrick retire donc sa bague, préoccupé par les exigences de la mission, sans imaginer l'effet dévastateur de ce geste sur Babette. Car depuis son point d'observation, Babette ne voit pas un agent secret corriger une erreur technique. Elle voit son mari rencontrer une femme en cachette puis retirer son alliance. À cet instant, tous les indices qu'elle accumulait depuis plusieurs jours semblent soudain s'ordonner. Ses hésitations se transforment en conviction, et la conclusion qui s'impose à elle est aussi douloureuse que simple. Patrick entretient une liaison avec Sonia. Cette certitude est d'autant plus violente qu'elle donne un sens apparent à tout ce qu'elle ne comprenait pas auparavant. La nouvelle coiffure, l'intérêt soudain pour l'art, les sorties inhabituelles, le yoga sur la plage, les messages reçus en secret, chaque détail vient désormais alimenter la même interprétation. Babette ne dispose d'aucune pièce du véritable puzzle, mais elle croit enfin avoir trouvé l'explication qui relie toutes les incohérences. Pendant ce temps, Patrick continue sa préparation sans savoir que son mariage vient de subir un nouveau choc. Sonia l'équipe méthodiquement pour la mission. Elle place un micro sous sa chemise, lui remet une oreillette et lui fournit des lunettes dotées d'une caméra intégrée. Devant cet arsenal, Patrick laisse apparaître une excitation presque enfantine. L'espace d'un instant, il savoure l'impression d'être devenu un véritable agent secret. Il plaisante intérieurement avec l'idée de se glisser dans la peau d'un nouveau James Bond, séduit par le caractère spectaculaire de l'opération. Mais Sonia ne tarde pas à refroidir cet enthousiasme. Elle lui rappelle que la mission ne relève pas du jeu et que la moindre personne inconnue peut constituer une menace. Derrière les gadgets, Patrick doit garder une seule priorité, rester constamment en alerte. Les deux partenaires réfléchissent ensuite à un code à utiliser si la situation tourne mal. Cette étape change immédiatement l'atmosphère. Jusqu'ici, Patrick pouvait encore s'amuser du déguisement et de l'équipement. Désormais, il doit envisager concrètement la possibilité de perdre le contrôle. Un simple mot convenu pourrait devenir le signal indiquant qu'il est en danger et qu'une intervention devient nécessaire. À ce moment-là, Patrick laisse tomber une partie de sa légèreté. Il demande à Sonia de faire tout ce qui sera nécessaire pour sa famille si les choses finissent mal. Cette demande révèle ce qu'il dissimule derrière son enthousiasme. Patrick sait parfaitement qu'il prend un risque réel. Son inquiétude ne concerne d'ailleurs pas seulement sa propre sécurité, mais surtout ce qu'il pourrait laisser derrière lui. Et c'est précisément là que réside toute la cruauté de la situation. Tandis que Patrick pense à protéger Babette et les siens jusque dans l'éventualité du pire, Babette est persuadée qu'il est en train de la trahir. Lui accepte de se mettre en danger avec sa famille en tête, elle interprète chacun de ses gestes comme la preuve qu'il s'éloigne d'elle. Entre eux, le silence imposé par la mission devient progressivement plus dangereux que les mensonges eux-mêmes. La soirée finit par tomber sur Marseille, et avec elle commence la partie la plus délicate de la mission. Patrick se rend dans le bar que fréquentait régulièrement Sam Ferry. Rien, en apparence, ne distingue l'endroit d'un établissement ordinaire. Pourtant, pour lui, chaque visage peut cacher une menace, chaque regard peut devenir une question à laquelle il devra répondre sans connaître réellement la vie de l'homme qu'il remplace. Dès qu'il franchit la porte, Patrick comprend que la difficulté ne sera pas seulement de ressembler à Sam. Il doit aussi donner l'impression de reconnaître des habitudes, des lieux et surtout des personnes qu'il n'a jamais rencontrées. La moindre hésitation peut éveiller un soupçon. Il avance donc avec prudence, essayant de conserver cette assurance travaillée pendant des heures, tout en restant attentif aux instructions transmises par Sonia. Grâce à l'oreillette et aux lunettes équipées d'une caméra, Sonia voit presque tout ce que Patrick voit. À distance, elle surveille la scène et analyse les personnes présentes. Cette présence invisible rassure Patrick, mais elle ne peut pas tout résoudre. Sonia possède des informations, des dossiers, une vision globale de l'opération, mais elle ne connaît pas nécessairement chaque relation que Sam entretenait dans cet univers. Un homme finit par se diriger vers Patrick. Son approche suffit à faire monter la tension. Patrick ne sait pas qui il est, ni s'il doit le saluer chaleureusement, garder ses distances ou se préparer à une confrontation. Pendant quelques secondes, il doit masquer cette ignorance derrière l'attitude de Sam Ferry, alors que son instinct lui rappelle la consigne essentielle de Sonia. Toute personne non identifiée doit être considérée avec prudence. Sonia examine rapidement l'inconnu et finit par rassurer Patrick. Cet homme n'est qu'un amateur d'art, quelqu'un qui ne représente apparemment aucun intérêt particulier pour leur enquête. L'information permet à Patrick de retrouver un peu de souffle.
Cette première rencontre aurait pu le placer dans une situation impossible, mais il parvient à la traverser sans compromettre sa couverture ni attirer une attention indésirable. Ce petit succès renforce brièvement sa confiance. Patrick commence peut-être à croire que sa préparation suffit, que la mission pourrait finalement se résumer à quelques échanges bien maîtrisés. Mais cette impression reste fragile. Plus il observe les lieux, plus il comprend qu'il évolue au milieu des morceaux d'une existence qui n'est pas la sienne. Sam avait ses connaissances, ses rendez-vous et probablement ses secrets, dont Patrick ignore encore une grande partie. Pendant ce temps, Sonia reste concentrée depuis sa planque. Elle écoute chaque son capté par le micro, suit chaque déplacement grâce à la caméra et tente d'anticiper les dangers avant qu'ils n'atteignent Patrick. Leur coordination fonctionne tant que les personnes rencontrées peuvent être identifiées. Mais cette sécurité repose sur une connaissance imparfaite du réseau de Sam, et une seule inconnue peut suffire à faire vaciller tout leur dispositif. C'est précisément à ce moment qu'une femme apparaît. Elle ne reste pas à distance et ne se contente pas d'observer Patrick. Son attitude indique immédiatement qu'elle connaît Sam Ferry et qu'elle attend quelque chose de lui. Patrick ne dispose d'aucune information sur elle. Sonia non plus. Pour la première fois depuis son entrée dans le bar, les deux partenaires se retrouvent confrontés à quelqu'un que leur préparation n'avait pas prévu. La femme s'approche avec assurance, comme si leur familiarité ne faisait aucun doute. Elle s'adresse directement à Patrick en l'appelant Sam et lui reproche de ne pas venir la saluer. Il n'a alors que quelques secondes pour réagir. Refuser cette proximité serait suspect, mais en faire trop pourrait l'être tout autant. Patrick choisit donc de continuer à jouer son rôle avec l'élégance qu'il imagine correspondre au véritable Sam. Il s'apprête à lui faire un baise-main, espérant sans doute que ce geste suffira à préserver l'illusion. Mais la réaction de la femme lui fait immédiatement comprendre qu'il vient d'entrer sur un terrain beaucoup plus dangereux. Elle n'est pas là pour une conversation mondaine. Son ton change, et derrière cette familiarité apparente se dessine une colère qui semble provenir d'un événement récent entre elle et Sam. Elle lui rappelle alors qu'il l'a laissé tomber la semaine précédente. Un rendez-vous était prévu, et Sam ne s'y est jamais présenté. Pour Patrick, cette information est un piège presque parfait. Il ne peut pas expliquer une absence dont il ignore tout, et chaque seconde de silence risque désormais de paraître étrange. L'homme qu'il incarne avait manifestement des engagements que personne n'a pu lui transmettre avant cette rencontre. Patrick essaie de rester impassible, mais intérieurement la situation bascule. Jusqu'alors, il devait surtout imiter un homme mort. Désormais, il doit répondre des actes de cet homme. La femme qui lui fait face ne voit aucune différence entre eux. Elle attend une justification personnelle et immédiate. Or Patrick ne possède ni le souvenir de cette rencontre manquée, ni les raisons qui auraient pu pousser Sam à l'éviter. Depuis sa planque, Sonia comprend elle aussi que les choses deviennent sérieuses. Elle entend la conversation, voit la femme à travers les lunettes de Patrick, mais son incapacité à l'identifier l'empêche de lui fournir une réponse claire. Tout ce qu'elle peut faire est rester en alerte. Leur système sophistiqué perd soudain une grande partie de son efficacité devant un simple élément humain qu'aucun dossier n'avait anticipé. La femme ne laisse d'ailleurs pas à Patrick le temps de construire une explication. Elle exige de savoir pourquoi il n'est pas venu au rendez-vous et lui ordonne de s'expliquer immédiatement. Son insistance rend toute improvisation encore plus risquée. Patrick doit continuer à paraître naturel alors que chaque mot qu'il prononcerait pourrait entrer en contradiction avec une histoire dont cette inconnue, elle, connaît probablement tous les détails. L'atmosphère du bar semble alors se transformer autour de lui. Quelques instants auparavant, Patrick pouvait encore trouver quelque chose d'excitant à cette infiltration. Les lunettes, l'oreillette et le micro donnaient à l'opération une dimension presque ludique. Désormais, les gadgets ne changent plus rien à l'essentiel. Il est seul face à une femme qui croit connaître parfaitement celui qu'il prétend être. C'est alors que la menace devient concrète. L'inconnu sort une arme et la dirige contre Patrick. Le message ne laisse plus aucune place à l'ambiguïté. Ce rendez-vous manqué n'était manifestement pas un simple affront personnel. Quelque chose d'assez grave s'est produit pour qu'elle soit prête à le confronter ainsi, et Patrick comprend brutalement que les secrets de Sam Ferry pourraient lui coûter beaucoup plus que sa couverture. À cet instant, le contraste avec ses préoccupations précédentes devient saisissant. Quelques heures plus tôt, Patrick s'amusait encore de ressembler à James Bond. Il trouvait presque grisant de recevoir du matériel d'espionnage et d'apprendre un code d'urgence. Maintenant, face au canon d'une arme, la mission révèle son véritable visage. Il ne joue plus un personnage, il risque réellement de subir les conséquences d'une vie qui n'était pas la sienne. Sonia, de son côté, ne peut plus traiter cette femme comme une simple inconnue à identifier plus tard. Elle représente désormais une menace directe. Pourtant, elle ignore toujours son nom, ses intentions et la nature exacte du lien qu'elle entretenait avec Sam. Cette absence d'information devient le cœur du danger.
Pour sauver Patrick, il faudrait comprendre rapidement ce que cette femme réclame, alors que personne ne possède encore la réponse. Patrick doit donc maintenir son sang-froid dans la pire situation possible. Il ne peut ni révéler sa véritable identité, ni reconnaître qu'il ignore tout du rendez-vous mentionné. Chaque option semble capable de faire éclater sa couverture. En quelques secondes, l'enthousiasme du début laisse place à une tension absolue, tandis que l'inconnu attend une explication, convaincu d'avoir devant elle l'homme qu'il a volontairement abandonné. Et pendant que Patrick se retrouve ainsi pris au piège, Babette reste loin d'imaginer le danger véritable qui menace son mari. Elle croit avoir découvert une liaison avec Sonia, alors que Patrick lutte maintenant pour ne pas être démasqué par une femme armée. Deux réalités totalement opposées se construisent autour du même homme, et le silence qui devait protéger sa mission menace désormais aussi bien sa vie que son couple. Pendant ce temps, loin de la menace qui se joue autour de Patrick, Ariane continue d'être rattrapée par une inquiétude beaucoup plus intime. Les paroles de Jawad ont laissé une trace. Elle sait qu'il n'a pas tort lorsqu'il lui reproche, à demi-mot, de transmettre à Zoé davantage de méfiance que de confiance. Pourtant, comprendre ce mécanisme ne signifie pas encore parvenir à le corriger. Depuis que Zoé est entrée dans sa vie, Ariane a toujours eu le sentiment qu'elle devait rattraper le temps perdu. Elle voudrait protéger sa fille de tout ce qu'elle n'a pas pu empêcher auparavant, comme si cette vigilance permanente pouvait réparer les années où elle n'était pas là. Mais cette protection devient parfois étouffante, et le scooter cristallise précisément cette peur de voir Zoé lui échapper à nouveau. Zoé, elle, ne semble pas réclamer une liberté absolue. Lorsqu'elle revient de la pharmacie, elle prend même le temps de rassurer sa mère et lui affirme qu'elle a respecté les limitations de vitesse. Pourtant, Ariane doute presque automatiquement. Ce réflexe révèle toute la difficulté de leur relation. Même lorsque Zoé donne une réponse raisonnable, sa mère continue d'imaginer immédiatement le scénario le plus dangereux. Jawad a donc raison lorsqu'il lui parle de lâcher prise. Il ne lui demande pas d'arrêter de s'inquiéter, mais d'accepter que Zoé grandisse aussi dans l'espace qu'on lui laisse. La confiance ne peut pas exister si chaque geste est suivi d'une suspicion. Ariane doit apprendre à distinguer son instinct de mère de cette peur ancienne qui lui souffle sans cesse qu'elle pourrait perdre sa fille. Dans le même temps, Morgan traverse une évolution presque inverse. Là où Ariane s'accroche par peur de perdre, Morgan commence à accepter de ne plus tout contrôler. Sa relation avec Baptiste ne correspond pas à une histoire simple, sans passé ni contrainte. Pourtant, au lieu de chercher à s'en protéger, elle semble désormais vouloir vivre pleinement ce qu'elle ressent, malgré les interrogations qui subsistent autour de Matisse. Le baiser échangé devant le commissariat traduit cette transformation mieux que de longues explications. Morgan aurait pu attendre d'être loin de ses collègues, préférer la discrétion ou maintenir encore une frontière entre sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. Elle choisit au contraire de ne plus dissimuler Baptiste. Ce geste montre qu'elle ne considère plus leur histoire comme quelque chose qu'elle devrait minimiser ou garder secrète. Lorsqu'elle parle ensuite à Laura, Morgan ne cherche d'ailleurs pas à nier l'importance de ce lien. Elle reconnaît qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien avec un homme. Cet aveu est particulièrement fort parce qu'il ne s'accompagne pas d'une vision idéalisée. Morgan voit très bien la difficulté représentée par Matisse. Elle sait que Baptiste n'existe pas seul et que son rôle de père structure profondément sa vie quotidienne. Laura l'aide alors à modifier son regard sur cette contrainte. Le fait que Baptiste prenne soin de son fils ne devrait peut-être pas être considéré uniquement comme un obstacle. Au contraire, cette attention peut aussi révéler sa capacité à assumer ses responsabilités. Pour Morgan, cette idée ouvre une autre perspective. La complexité qu'elle redoute pourrait également être l'une des raisons pour lesquelles Baptiste lui inspire autant de confiance. Alors que certains apprennent ainsi à faire confiance, Patrick se retrouve précisément dans une situation où la confiance devient impossible. Face à la femme armée, il ne sait ni qui elle est ni ce qu'elle attend exactement de lui. Toute la mission reposait sur sa capacité à devenir Sam Ferry, mais cette confrontation révèle brutalement les limites de l'exercice. On peut reproduire une apparence, jamais les souvenirs d'un autre homme. L'inconnu parle à Patrick comme à quelqu'un qu'elle connaît suffisamment pour réclamer des comptes. Le rendez-vous manqué de la semaine précédente semble avoir une importance particulière. Elle ne comprend pas pourquoi Sam l'a abandonnée et refuse manifestement de repartir sans réponse. Patrick se retrouve donc devant un paradoxe cruel. Pour rester crédible, il doit expliquer un événement dont il ignorait jusqu'à l'existence quelques secondes plus tôt. Sonia suit la scène à distance, mais ses moyens techniques ne suffisent plus à compenser ce manque d'information. Le micro lui permet d'entendre chaque mot, la caméra intégrée aux lunettes de Patrick lui montre le visage de l'inconnu, pourtant rien ne lui permet de l'identifier immédiatement. La technologie donne l'illusion d'un contrôle total,
alors qu'en réalité l'élément le plus important leur échappe complètement. Patrick comprend alors tout le sens de l'avertissement que Sonia lui avait adressé avant son départ. Une personne non identifiée devait immédiatement le mettre en alerte. Quelques heures auparavant, cette consigne pouvait sembler presque théorique. Désormais, elle prend une dimension très concrète. L'inconnue ne se contente pas d'être imprévisible, elle est armée, en colère et convaincue que Patrick est responsable d'un affront qu'il n'a jamais commis. La situation exige de lui un sang-froid absolu. Un mouvement trop brusque pourrait provoquer une réaction dangereuse. Une réponse trop vague pourrait éveiller les soupçons. Une erreur dans la façon de parler pourrait suffire à révéler que quelque chose ne correspond plus au Sam qu'elle connaissait. Patrick doit donc réfléchir tout en donnant l'impression de ne pas réfléchir, exercice presque impossible sous la menace d'une arme. Cette peur fait remonter ce qu'il disait plus tôt à Sonia lorsqu'il lui demandait de protéger sa famille si la mission tournait mal. Patrick savait intellectuellement qu'un danger existait, mais ce danger possède désormais un visage. Il comprend que sa demande n'avait rien d'exagéré. Si cette femme décide qu'elle ne croit pas ses explications, il pourrait ne pas avoir le temps de prévenir qui que ce soit. Cette pensée ramène forcément Patrick vers Babette. Il ignore toujours qu'elle l'a suivi et qu'elle a interprété sa rencontre avec Sonia comme la preuve d'une liaison. S'il savait ce que sa femme croit à cet instant, il chercherait probablement à s'expliquer. Mais il n'a pas cette possibilité. La mission exige le silence, et ce silence produit exactement l'effet qu'il voulait éviter, il met sa famille en danger émotionnellement. Babette, de son côté, ne possède aucun élément lui permettant d'imaginer la réalité. Tout ce qu'elle a vu semblait confirmer ses soupçons. Patrick avait changé, recevait des messages de Sonia, mentait sur ses activités puis retrouvait cette femme loin de la maison. Le voir enlever son alliance a achevé de la convaincre. Dans son esprit, il ne s'agit plus d'une simple inquiétude, mais d'une trahison presque certaine. Cette méprise rend la situation particulièrement douloureuse. Patrick pense constamment à sa famille alors même qu'il doit cacher ce qu'il fait pour la protéger. Babette, elle, pense que cette distance signifie exactement l'inverse, qu'il est en train de construire quelque chose loin d'elle. Ils vivent donc la même journée avec deux vérités incompatibles, séparées par un secret que Patrick n'a pas le droit de révéler. À ce moment-là, la mission cesse définitivement d'avoir quoi que ce soit de séduisant. L'image du James Bond enthousiaste disparaît derrière celle d'un homme piégé dans une identité qui pourrait lui coûter cher. Patrick découvre que devenir Sam Ferry signifie aussi hériter de ses ennemis, de ses rendez-vous manqués et de toutes les promesses qu'il a pu faire avant de mourir. L'inconnu reste donc devant lui, déterminé à obtenir des réponses. Sonia demeure en alerte, incapable encore de mettre un nom sur cette femme. Patrick, lui, doit continuer à jouer Sam sans savoir ce que Sam aurait répondu. Entre le canon de l'arme et cette question restée sans réponse, sa première journée d'infiltration vient de prendre une tournure beaucoup plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. La nuit avance, mais pour Patrick le temps semble s'être arrêté devant cette femme dont il ignore tout. Quelques minutes auparavant, il pensait encore pouvoir s'appuyer sur sa préparation, sur Sonia et sur les informations accumulées autour de Sam Ferry. Désormais, il découvre la faille la plus dangereuse de cette couverture. Personne ne peut lui transmettre les souvenirs personnels d'un homme disparu. L'inconnue, elle, ne partage évidemment pas cette ignorance. Lorsqu'elle reproche à Sam de ne pas être venu au rendez-vous de la semaine précédente, son ton montre qu'elle considère l'affaire comme suffisamment grave pour exiger une explication immédiate. Patrick ne peut donc pas gagner du temps facilement. Chaque seconde d'hésitation risque de devenir un indice révélant que l'homme devant elle n'est plus celui qu'elle connaissait. Sous sa chemise, le micro transmet chaque parole à Sonia. Dans son oreille, Patrick peut encore espérer recevoir une indication capable de le sortir de cette situation. Mais Sonia se heurte au même problème que lui. La caméra intégrée aux lunettes lui montre parfaitement le visage de la femme, pourtant cette image ne correspond à aucune personne qu'elle peut identifier sur le champ. Pour une mission fondée sur l'anticipation, cet inconnu représente une véritable zone aveugle. Patrick comprend surtout que son erreur serait de croire qu'il suffit maintenant d'inventer une excuse convaincante. Il ne sait pas ce qu'il liait cette femme à Sam, ni ce qu'ils devaient faire ensemble. Une justification apparemment anodine pourrait donc contredire quelque chose qu'elle connaît parfaitement. Plus il chercherait à détailler son mensonge, plus il risquerait de fournir à l'inconnu la preuve qu'elle a devant elle un imposteur. L'arme qu'elle utilise pour le menacer rend cette incertitude encore plus lourde. Patrick doit conserver une posture suffisamment calme pour ne pas l'alarmer davantage, alors que son corps lui rappelle probablement que le danger n'a plus rien de théorique. Il n'est pas au commissariat, entouré de collègues. Il se trouve au cœur d'une opération clandestine, enfermé dans l'identité d'un homme dont les affaires continuent de le poursuivre après sa mort. Dans cette situation,
toutes les précautions prises avec Sonia prennent soudain une autre dimension. Le code prévu en cas d'urgence, les consignes de vigilance, le matériel dissimulé sous ses vêtements n'étaient pas de simples détails destinés à rendre l'infiltration crédible. Patrick comprend maintenant pourquoi Sonia avait insisté sur le danger représenté par toute personne non identifiée. La première inconnue importante qui apparaît vient précisément de sortir une arme contre lui. Cette confrontation révèle également ce que Patrick avait peut-être sous-estimé en acceptant de devenir Sam. Il ne récupère pas uniquement son visage ou son environnement artistique. Il hérite, sans les connaître, de toutes les tensions laissées par cet homme. Un rendez-vous oublié, une promesse non tenue ou une dette secrète peuvent surgir à n'importe quel moment et devenir une menace immédiate pour celui qui porte désormais son identité. Pendant ce temps, Babette demeure prisonnière d'une histoire complètement différente. Ce qu'elle a vu au cours de la journée ne lui permet pas de soupçonner une opération secrète. À ses yeux, le comportement de Patrick suit une logique beaucoup plus intime et douloureuse. Elle l'a vu changer progressivement, adopter de nouvelles habitudes, recevoir des messages de Sonia puis retrouver cette dernière dans un contexte suffisamment secret pour éveiller tous ses soupçons. Le geste de Patrick retirant son alliance reste certainement l'image la plus difficile à oublier. Pour lui, il s'agissait simplement de corriger une erreur susceptible de trahir son identité pendant l'infiltration. Pour Babette, ce même mouvement possède une signification presque opposée. Elle peut y voir la volonté symbolique d'effacer leur mariage avant de rejoindre une autre femme, comme si Patrick voulait momentanément cesser d'être son mari. Ainsi, pendant qu'il risque sa vie pour une mission dont il ne peut rien lui révéler, Babette se persuade qu'il met leur couple en danger pour Sonia. Cette ironie rend leur situation particulièrement fragile. Patrick accepte le silence parce qu'il pense protéger les siens. Mais ce silence devient précisément ce qui nourrit la blessure de sa femme, car aucune des incohérences qu'elle observe ne peut être expliquée honnêtement. Morgan et Stanislas ont eux aussi compris que quelque chose d'inhabituel se produit autour de Patrick, même s'ils n'en connaissent pas davantage les raisons. Sa nouvelle apparence, sa coupe rappelant celle de l'homme décédé et surtout son changement de comportement ont immédiatement éveillé leur attention. Leur regard professionnel détecte une anomalie, tandis que celui de Babette transforme cette anomalie en soupçon sentimental. À l'inverse, la journée de Morgan aura montré ce que peut produire une confiance qui commence à s'installer. Malgré les plaisanteries de ses collègues et la complexité liée à Matisse, elle ne cherche plus vraiment à cacher Baptiste. Son baiser devant le commissariat devient une manière d'assumer ce qu'elle ressent, alors même qu'elle sait parfaitement que cette relation ne sera pas toujours simple. Son échange avec Laura lui permet également de considérer Baptiste autrement. La place importante qu'il accorde à son fils peut compliquer leur organisation, mais elle témoigne aussi de l'homme qu'il est. Morgan ne dispose pas de toutes les réponses concernant leur avenir. Pourtant, contrairement à Ariane ou Babette, elle choisit pour l'instant de ne pas laisser ses inquiétudes détruire ce qui lui procure enfin un sentiment de bonheur. Ariane, justement, reste confrontée au même apprentissage avec Zoé. Son inquiétude face au scooter part d'un désir sincère de protéger sa fille, mais Jawad lui fait comprendre qu'une protection permanente peut devenir une forme de suspicion. Zoé a affirmé avoir respecté les règles. Ariane doit désormais décider si elle accepte cette parole ou si sa peur continuera toujours à parler plus fort que la confiance qu'elle essaie de construire. Ces différentes histoires se répondent donc autour d'une même question: jusqu'où peut-on faire confiance lorsque la peur prend le dessus? Ariane redoute qu'un accident arrive à Zoé. Morgan craint les complications liées à la vie de Baptiste mais commence à les accepter. Babette, elle, croit voir son mariage se fissurer. Et Patrick doit littéralement demander à une inconnue armée de croire qu'il est un homme qu'il n'a jamais été. Au bar, cette dernière menace reste cependant la plus immédiate. La femme ne semble pas disposée à accepter une réponse évasive. Elle exige que Sam explique pourquoi il l'a abandonnée lors du rendez-vous précédent. Patrick reste donc coincé entre deux dangers: répondre sans connaître la vérité ou laisser son silence éveiller davantage la colère de celle qui le tient désormais sous la menace de son arme. Sonia, qui assiste impuissante à la scène depuis sa planque, comprend que cette première journée vient de dépasser toutes leurs prévisions. Patrick n'est plus simplement en train de tester une couverture. Il est directement confronté à une partie inconnue de la vie de Sam Ferry. Et puisque cette femme ne figure pas parmi les personnes prévues, nul ne sait encore ce qu'elle pourrait révéler sur l'homme mort. Pour Patrick, la mission commence donc par une leçon brutale. Derrière l'excitation du déguisement, de l'oreillette et des lunettes caméra se cache un danger impossible à maîtriser complètement. Il avait demandé à Sonia de veiller sur sa famille si les choses tournaient mal. Quelques heures plus tard seulement, cette hypothèse cesse d'être abstraite, tandis qu'une arme braquée sur lui menace de faire éclater sa couverture. Et tandis que Babette croit que Sonia lui vole son mari,
La vérité est infiniment plus inquiétante. Patrick n'est pas en train de vivre une aventure sentimentale, mais de s'enfoncer dans les secrets d'un mort dont il ne connaît pas encore tous les ennemis. La femme qui le menace vient d'en apporter la preuve la plus brutale. Devenir Sam Ferry pourrait exposer Patrick à des dangers qu'aucune préparation ne permettait réellement d'anticiper.